Bonjour à tous, nous sommes le 2 août, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Nous allons en Éthiopie pour la célébration conjointe de la journée des cheminots à Addis Abeba. En nouvelle du monde, au 666e jour, la famine à Gaza tue plus que les bombes. C'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres, place au développement et nous ouvrons ce journal pour parler du temps et des intempéries. En effet, dans la journée du 31 juillet, dès l'aube, la région de Dikila, Sahela, Galafi et autres sous-régions ont été les premiers à ressentir la montée en puissance des éléments. De fortes précipitations accompagnées de coups de vent extrêmement violents ont balayé ces zones rurales. Le lendemain, le 1er août, les intempéries ont gagné la capitale, Djibouti-Ville, surtout les quartiers de Hodan et de Balbala qui ont connu des pluies intermittentes. Mais c'est la région de Tadjoura qui a sans doute subi les fortes impacts de ces intempéries. Aux environs de 17 h du littoral, c'est au début de l'après-midi que la ville de Tadjoura a été frappée par une forte pluie accompagnée de vents violents provoquant des dégâts matériels dans plusieurs quartiers. Ces intempéries soudaines ont causé l'arrachage de toitures de plusieurs habitations ainsi que la chute de plusieurs arbres, poteaux électriques. Aucun bilan humain n'a été signalé, mais les dommages matériels sont significatifs. Et à cet effet, la région de Tadjoura, Dobok, Arta ne connu aucune précipitation dès lors, mais selon l'Agence nationale de la météorologie, ces perturbations s'inscrivent dans un contexte de transition climatique. Les autorités recommandent ainsi à la population, notamment en zone rurale, de redoubler de vigilance face au risque de vents violents et de ruissellement soudain. Je vous le disais dans les titres, le ministre délégué chargé de la décentralisation et ministre des infrastructures et de l'équipement par intérim, Kassim Haroun Ali, a pris part à la cérémonie de la célébration de la journée dédiée aux travailleurs cheminots de deux pays et s'est déroulée le 1er août à la gare centrale d'Addis Abeba. Il était accompagné lors de ce déplacement par le directeur général de la société djiboutienne de chemin de fer, Mahmoud Roble Dabbar, du directeur général du DMP, Id Ahmed Mohamed, du directeur adjoint de l'Ethio-Djibouti Railway, Youssouf Jama, et du conseiller du président de la République en charge des infrastructures, Diria Hachi, du conseiller technique du ministère des infrastructures et de l'équipement, Aouled Jama, ainsi que l'ambassade, représentant l'ambassade de la République de Djibouti en Éthiopie. C'était le conseiller de l'ambassade, M. Ousmane Abdi. Cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère pour les cadres cheminots de la société binationale Ethio-Djibouti Railway qui a réuni un nombre important de diverses personnes telles que figurant dans l'agenda d'une politique de la diplomatie, également opérateurs économiques, commerciaux, notamment des membres du gouvernement éthiopien, dont le ministre des Transports, de la Logistique, du ministre des Finances, Ahmed Shide, du gouverneur de la Banque centrale d'Éthiopie, du directeur général de l'Ethio-Djibouti Railway et d'autres hauts responsables du monde de la logistique et du transport. Quant au ministre, prenant la parole à cette occasion, il a rappelé à l'Auguste Assemblée les efforts considérables qui ont été consentis par les deux gouvernements pour que ce projet soit aujourd'hui la fierté des deux peuples. À cette occasion, il a rendu un hommage aux leaders politiques. Et prenant la parole, en effet, le ministre de la décentralisation et ministre des infrastructures par intérim, Kassim Haroun Ali, a précisé que les efforts considérables consentis pour la modernisation du chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Le chemin de fer a été historiquement le cordon ombilical qui reliait nos deux pays. Mais depuis 2018, une nouvelle ligne ferroviaire moderne, électrifiée, à grande capacité a vu le jour. Grâce à la vision et au leadership de nos deux leaders politiques, je salue au passage l'accompagnement et le soutien sans faille de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, le président de la République de Djibouti,
et son Excellence Dr Ahmed Abiy, Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, au développement et à la perfection durable du secteur ferroviaire. L'EDR n'a cessé de se développer, de surmonter des défis complexes et de faire preuve d'innovation et de résilience. L'année écoulée, et en particulier le premier semestre 2025, a été marquée par une nette progression dans plusieurs domaines clés. Une hausse notable des volumes de fret transportés, une optimisation de la gestion des ressources et des matériels roulants, et surtout une mobilisation sans faille des équipes sur le terrain à tous les niveaux de la chaîne. Ce sont là des résultats qui méritent d'être salués avec fierté. Ensuite, le ministre Qassim Haroun Ali a donc participé à un panel aux côtés de ses homologues éthiopiens sur la question de la connectivité à travers les investissements réalisés par les deux pays dans le domaine portuaire, des parcs industriels, des zones franches, des connexions du rail aux différentes plateformes logistiques et portuaires, de l'intégration du chemin de fer non seulement entre les deux pays, mais à travers le continent via la vision 2063 de l'Union africaine dans le projet ferroviaire intercontinental. Il était également question d'ambition, l'ambition de Djibouti d'être un hub logistique pour la Corne de l'Afrique, mais aussi pour le grand marché du Comesa. Nous allons aux Seychelles, cette fois où la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, a effectué une visite au village des jeunes qui accueillent les athlètes des délégations participantes au 13e jeu de la Commission de la Jeunesse et des sports de l'océan Indien. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi du soutien apporté à la délégation djiboutienne, en particulier les jeunes athlètes djiboutiens engagés dans différentes disciplines de cette édition. En sa qualité de présidente en exercice de la CJSOI, la ministre a tenu également à saluer les athlètes de tous les pays participants qui dépassent le nombre de 1500. Elle s'est également imprégnée de conditions d'accueil, d'émergement, de restauration, de mise à disposition en visitant les installations du village. Et nous allons parler cette fois du renforcement du système de santé national. En effet, du 29 au 31 juillet, s'est tenu un atelier de validation du manuel opérationnel de déploiement et de suivi des activités des agents de santé communautaires. Cette démarche s'inscrit dans une volonté accélérée du progrès vers la couverture sanitaire universelle en rapprochant les services de santé essentiels des communautés les plus vulnérables, notamment en zone rurale. Rassemblant plus de 70 participants, parmi eux des représentants du ministère de la Santé, d'autres ministères sectoriels ainsi que des experts issus de partenaires techniques et financiers, notamment de l'Organisation mondiale de la santé. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Mohamed Ali Mohamed, secrétaire général du ministère de la Santé, en présence de M. Farah Hassan Farah, représentant adjoint du bureau de l'OMS à Djibouti. Cet atelier marque une avancée significative dans la concrétisation de la politique nationale de santé communautaire, illustrant l'engagement ferme du gouvernement et de ses partenaires à bâtir un avenir sain et plus équitable pour tous les Djiboutiens. Et dans une intervention faite à cette occasion, le représentant de l'OMS a souligné que la validation de ce manuel opérationnel est une avancée majeure vers une santé communautaire plus inclusive et efficace. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'engagement constant du ministère de la Santé pour la mise en place de cadres normatifs et opérationnels permettant de structurer, renforcer et institutionnaliser le rôle des agents de santé communautaire dans le système de santé. Le manuel que nous nous apprêtons à valider aujourd'hui constitue une avancée majeure. Il apporte une réponse concrète aux besoins de clarification des rôles, d'harmonisation des interventions, de supervision efficace et de suivi et d'évaluation rigoureux des agents de santé communautaire. En cela, il s'inscrit pleinement dans les priorités nationales de renforcement des soins de santé primaire, de promotion de la couverture sanitaire universelle et d'équité dans l'accès aux services de santé. L'OMS
réaffirme son engagement à accompagner le ministère de la Santé dans l'opérationnalisation de ce manuel à travers un appui technique continu et le renforcement des capacités nationales et la mobilisation de l'expertise régionale et mondiale. Je tiens à saluer la contribution active de l'ensemble des départements du ministère de la Santé, ainsi que celle de tous les partenaires techniques et financiers, notamment Gavi qui a financé cet atelier et ce processus présent aujourd'hui. Je souhaite également rendre hommage aux acteurs de terrain dont les expériences concrètes ont enrichi ce document et lui confèrent toute sa pertinence. Mesdames et messieurs, ce manuel n'est pas une fin en soi, mais bien le point de départ d'une nouvelle phase dans la professionnalisation et la valorisation des agents de santé communautaire. Ensemble, nous devons veiller à ce que sa mise en œuvre soit effective, adaptée aux réalités locales et pérennes. Je vous souhaite des échanges constructifs et fructueux en vue d'une validation consensuelle et éclairée du document. Quant au secrétaire général du ministère de la Santé, il a indiqué que ce guide servira donc de guide structurant pour le déploiement des agents de santé communautaire. Nous l'écoutons. Je tiens ici à lancer un appel fort, celui de l'adhésion pleine et entière de tous les prestataires de santé à cette initiative. Le succès de ce projet repose sur l'engagement concret des équipes sur le terrain, c'est-à-dire des médecins-chefs, des infirmiers, des coordinateurs de programmes, mais aussi des responsables des districts sanitaires. Chacun a un rôle à jouer dans l'encadrement, le soutien et l'intégration des agents de santé communautaire dans le dispositif de santé local. Il ne s'agit pas d'un document de plus, il s'agit d'un outil vivant au service de notre vision commune, qui est de renforcer la santé communautaire pour mieux répondre aux besoins de population. Chers participants, le manuel que nous allons examiner et valider durant cet atelier constitue un outil opérationnel clé. Il précise le paquet d'activités des agents de santé communautaire, les modalités de leur recrutement, de leur formation, ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation. Je vous invite à le parcourir avec attention, à l'amender avec exigence, à le questionner avec esprit critique et à identifier avec lucidité les facteurs clés de succès de sa mise en œuvre. Car c'est ici, dans cette salle, que se construit l'efficacité future de notre dispositif communautaire. Votre expérience du terrain, vos observations, vos préoccupations, vos propositions sont non seulement attendues, mais essentielles. Et nous allons dans la région de Bok pour parler de ce match de solidarité en soutien à la famille du grand artiste Amanda qui a été organisé par les Obokois hier après-midi en l'honneur de Mahami Amanda. Cet événement a rassemblé une grande foule, les amoureux du ballon rond, mais également tous les Obokois solidaires avec la famille entre eux, mais aussi les responsables de la région qui sont venus pour apporter leur soutien à Mahami Amanda dans cette épreuve. Et après plusieurs jours de préparatifs intenses, la ville d'Obok a vibré hier 1er août au grand rythme d'une soirée de solidarité organisée en l'honneur de Mahami Amanda, l'un des fils les plus appréciés de la région. Initiée par le conseil régional en collaboration avec les associations locales, les jeunes leaders de la société civile, cette soirée a réuni une foule nombreuse dont une ambiance fraternelle engagée. Sur scène, les artistes ont offert un spectacle marqué par des chants, des danses, des messages de soutien unis d'un seul mot d'ordre de la solidarité. Parmi les personnalités présentes, on notait la présence du président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, entouré de la famille de Mahami Amanda, ainsi que de nombreux habitants venus des 4 coins du district pour témoigner leur attachement à cette figure emblématique. Par ce geste fort, Obok a une nouvelle fois prouvé les valeurs d'entraide, de responsabilité, de partage, de fraternité demeurent au cœur de l'identité de la région.
Et nous allons à Hargeisa cette fois où la 18e foire internationale du livre a tiré sa révérence après une semaine intense de célébrations littéraires, d'échanges culturels, de débats intellectuels. L'événement qui a rassemblé des écrivains, chercheurs, artistes, éditeurs et passionnés de lecture venus de toute la corne de l'Afrique et d'ailleurs s'est clôturé dans une atmosphère conviviale et inspirante, marquée par une forte influence et un enthousiasme palpable. Tout au long de cette édition, des panels thématiques ont permis d'aborder des sujets variés tels que la paix, la mémoire, l'identité, les enjeux environnementaux ou encore la place de la jeunesse dans la culture. Les stands des éditeurs n'ont pas désemplis, témoignant d'un appétit croissant pour la lecture dans la région. La cérémonie de clôture, tenue en présence d'organisateurs, partenaires internationaux et figures éminentes du monde littéraire, a rendu hommage appuyé à tous les participants ayant contribué à faire de cette édition une réussite. Le marquant de cette clôture, la prestation de la troupe Jupe-Talente représentant la République de Djibouti a été unanimement saluée. Leur pièce de théâtre historique jouée sur scène juste après la fin des panels a captivé l'audience par sa profondeur, son intensité. À travers une mise en scène soignée, des dialogues puissants, les jeunes artistes ont su faire vibrer les scènes en valorisant un pan méconnu de l'histoire régionale tout en transmettant un message fort de la mémoire collective. En conclusion, cette édition 2025 de la Foire du Livre de Hargeisa s'achève sur une note d'espoir, de fierté. Elle confirme ainsi la place incontournable de cette manifestation dans le paysage culturel de la région et réaffirme également le rôle central de la littérature comme un vecteur de dialogue, de paix, de transformation sociale. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale à Gaza. Je vous le disais dans les titres, au 666e jour de génocide, eh bien, les tirs d'occupation israélienne ont fait de nouvelles victimes dans la bande de Gaza où le nombre de martyrs tombés en cherchant de la nourriture dépasse désormais celui des martyrs tués par les bombardements israéliens. Alors que la crise alimentaire s'aggrave dans ce territoire palestinien dévasté, le ministère de la Santé a annoncé ce samedi que des camions transportant des médicaments et des fournitures médicales urgentes entreront dans la bande de Gaza pour être distribués aux hôpitaux par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.